Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'épisode numéro 57 de l'alchimie d'un roman. Une série où je vous invite à décortiquer l'alchimie particulière des grands romans de la littérature. Et l'alchimie, c'est bien connu, ce sont les 4 éléments dont le mélange subtil fait les grands textes. L'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu où le roman prend racine, l'air, la fiction qui nous élève, et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Aujourd'hui, c'est pas trop tôt, je vous propose un auteur monumental que vous avez tous lu forcément, Honoré de Balzac et son roman le plus célèbre, Le Père Goriot. Et comme d'hab, je vous propose de commencer par un résumé de l'intrigue en 1 minute chrono. Alors, nous sommes à Paris en 1819 sous la Restauration, et toute cette histoire gravite autour des locataires de la pension Vauquet, un établissement simple pour clients sans fortune. Au premier étage, on y trouve Madame Vauquet elle-même, veuve de son état, et qui ne pense qu'aux affaires de son établissement. On y trouve aussi Mademoiselle Victorine Taillefer, potentiellement riche héritière, mais répudiée par son père et qui vit là avec Madame Couture qui s'occupe d'elle. À l'étage supérieur, les 2 appartements sont occupés par Monsieur Poiret, un Français moyen sans épaisseur, et le flamboyant Vautrin, tout le contraire, un mystérieux aventurier dont on ne sait rien. Au 3e, on trouve Mademoiselle Michonneau, la vieille fille, et surtout le Père Goriot, un veuf qui a fait fortune en spéculant sur le blé pendant la Révolution. Et son voisin, le jeune Eugène de Rastignac, provincial de bonne famille mais sans le sou, étudiant en droit et qui rêve de se faire un nom dans les milieux aisés de la capitale. Et l'on va suivre ce microcosme et en particulier les destins liés d'Eugène et son voisin Goriot. Eugène contacte une lointaine cousine, la vicomtesse de Beauséant, qui l'introduit dans le grand monde. Il y tombe amoureux d'Anastasie de Restaud, mais il comprend vite qu'il n'appartient pas aux mêmes sphères et qu'il n'a pas les moyens de courir ce lièvre. Il comprend aussi, aux surprises, que Madame de Restaud est la propre fille du Père Goriot et que le vieil homme en fait se ruine littéralement pour payer les dettes d'Anastasie ainsi que celles de sa 2e fille, Delphine de Nucingen. En toute logique, Eugène tombera amoureux de cette 2e fille, marié à un homme d'affaires véreux qui pompe lui aussi dans les caisses du brave Père Goriot. En parallèle, Vautrin, qui s'avère n'être qu'un voyou évadé du bagne, intervient dans ce micmac en proposant à Eugène de l'aider à mettre la main sur l'héritage de la jeune Victorine, et comme vous le voyez, toutes ces histoires imbriquées nous ramènent toujours à des problèmes d'argent, des problèmes qui en général finissent toujours bien mal. Alors, si vous êtes comme moi, vous ouvrez ce livre en vous disant que vous allez découvrir, ou redécouvrir, un grand classique du roman français. Et puis vous tombez sur cette phrase de Balzac, dès la 2e page, « Ce drame n'est ni une fiction, ni un roman. Tiens donc, all is true, il est si véritable que chacun peut en reconnaître les éléments chez soi, dans son cœur peut-être. » Et on se souvient alors que Balzac est souvent désigné comme un auteur réaliste, c'est-à-dire un auteur qui cherche à décrire la réalité de son époque. Et en effet, si on le compare à d'autres romans du XIXe siècle, on constate que Balzac décrit des éléments plus crus, plus triviaux que ses auteurs contemporains. Il décrit la vraie vie des gens ordinaires dans une petite pension sans intérêt. Le Père Goriot est l'une des toutes premières briques de l'immense projet de Balzac qu'est la comédie humaine. La comédie humaine, c'est un ensemble de dizaines de romans, une sorte de saga, dont le but est de décrire la totalité des groupes sociaux et des profils psychologiques de son époque. Balzac appelait cela une histoire naturelle de la société. Quelle société ? La société française, et dans le cas du Père Goriot, la société parisienne, du début du XIXe siècle, donc de la Restauration. Une période charnière de notre histoire, au sortir de la Révolution et de l'Empire, où toute la société semble hésiter entre le libéralisme et le retour à une monarchie pure et dure. L'action du Père Goriot se déroule donc en 1819 et décrit une société très aristocratique, mais où certains roturiers comme Eugène de Rastignac commencent à penser qu'avec de l'argent, on peut se hisser tout en haut de la pyramide. Ok, Le Père Goriot est donc un roman réaliste. En êtes-vous bien sûr ? En fait, pas tant que ça. Parce que quand on commence à le lire, on est frappé par son style. Un style très maîtrisé, impressionnant de justesse et de trouvailles dans les images. Par exemple, quand il nous fait découvrir la comtesse de Restaud par les yeux de Rastignac. Il écrit « Elle avait sans doute pris un bain, et sa beauté, pour ainsi dire assouplie, semblait plus voluptueuse. » On voit bien que ce n'est pas une description factuelle et objective, c'est une belle image, puissante et qui impressionne nos imaginaires. Bref, au lieu du style réaliste qu'on attendait, on trouve plutôt un style grandiloquent, emphatique et finalement très romantique. Un exemple extrême pour bien comprendre. Quand Balzac décrit le Père Goriot, voici ce qu'il écrit.
Pour bien peindre la physionomie de ce Christ de la paternité, il faudrait aller chercher des comparaisons dans les images que les princes de la palette ont inventées pour peindre la passion soufferte au bénéfice des mondes par le sauveur des hommes. Berdaf, on est loin d'un réalisme journalistique. Donc, contrairement à ce qu'affirme Balzac dès la 2e page, Le Père Goriot n'est pas un reportage objectif sur la réalité de son époque. C'est évidemment un roman subjectif, une histoire fictive et qu'il écrit pour nous présenter son point de vue, son message. Et ce message, c'est principalement une critique du rôle de l'argent dans la société de son époque. L'argent comme une fin en soi ou comme un outil vers le pouvoir et la réussite sociale. Tous les personnages du roman ne parlent que d'argent. Madame Vauquet cherche à épouser Goriot pour sa fortune. Victorine et Madame Couture ne pensent qu'à l'héritage. Poiret et Michonneau marchandent avec la police l'arrestation de Vautrin, qui de son côté gère la fortune de la pègre, sans parler de Goriot, qui s'achète l'amour de ses filles. Quant à Rastignac, personnage principal du roman, il est surprenant de voir comment Balzac, qui jure pourtant que son livre n'est pas un roman, utilise l'arme absolue du romancier, l'empathie que l'on éprouve pour le héros, pour bien nous faire passer son message. Pour ce faire, il établit un parallèle. Dans un premier temps, il montre comment les filles du père Goriot dépouillent leur père comme des sangsues. Comme on adopte naturellement le parti d'Eugène de Rastignac, on s'insurge comme lui et on se dit que décidément, l'argent pourrit tout, Eugène, notre héros, ne ferait pas une horreur pareille. Et puis, on se rend compte petit à petit qu'en fait, notre bon Eugène fait exactement la même chose avec sa propre famille. Il dépouille sa mère et ses sœurs et il les ruine uniquement pour entretenir ses maîtresses et vivre sous les ors de l'aristocratie. Et par empathie, on n'a rien vu, c'était un piège tendu par Balzac, et on constate que, comme Eugène, on oublie un peu facilement notre vertu pour un argent facile. Et comme si ça ne suffisait pas, le roman tout entier se termine par un retournement, un twist digne de Hollywood, alors que Rastignac est le seul ami vraiment humain à suivre le pauvre père Goriot jusqu'au bout, alors qu'on est sur le point de le croire bon et vertueux, il conclut toute son histoire, à la dernière ligne du roman, en regardant les immeubles chics et en s'exclamant « À nous deux maintenant ». Goriot à peine enterré, le business reprend, cette fois, on a bien compris le message. Voilà, le Père Goriot serait donc un roman bien ancré dans le 19e siècle, réaliste mais pas trop, et qui dénoncerait les dérives de son temps, l'ambition, l'arrivisme et l'argent. Ok, c'est très intéressant, mais le Père Goriot c'est surtout un chef-d'œuvre de la littérature. Et pourquoi ? Parce que le Père Goriot c'est un incroyable roman de personnages. C'est la preuve éclatante qu'il n'y a pas de grand roman sans grand personnage. Facile à dire, mais à quoi reconnaît-on un grand personnage ? Souvent, un bon personnage est un personnage vertical, c'est-à-dire un personnage étroit et profond. Étroit parce qu'il est bien focalisé, il représente un seul thème, il est ciblé, il est archétypal. Et profond parce que ce thème, il le représente à fond. Il n'est pas superficiel, il l'explore jusqu'au bout. Prenons par exemple le Père Goriot lui-même. Le roman porte son nom, c'est dire s'il est important. Le Père Goriot, c'est l'amour paternel. Tout ce qu'il fait, c'est pour l'amour de Delphine et Anastasie. Ça, c'est le thème étroit. Mais si on y regarde de plus près, on se rend compte que le personnage est subtil et profond. Cet amour qu'il incarne est un amour complexe et qui fait réfléchir. D'abord, il est généreux avec ses filles, par amour il leur donne sa fortune. Mais d'où lui vient cette fortune ? De la spéculation sur les grains pendant la Révolution. Ce n'est pas super généreux, ça. Il a gagné son argent sur la famine des pauvres gens, donc ok, il est généreux, mais uniquement avec ses filles. Et puis, le récit nous dit qu'il aimait sa femme plus que tout, jusqu'à sa mort. On peut donc se demander si cet amour immodéré pour ses filles n'est pas un report de l'amour qu'il portait à sa femme. Et puis, au détour d'une phrase, Balzac écrit « Il aimait jusqu'au mal qu'elle lui faisait ». De plus en plus bizarre, il n'est donc pas dupe de l'avarice de ses filles, et son amour possède une certaine dimension d'autoflagellation. L'amour de Goriot pour ses filles est un sentiment complexe. Elles ne l'aiment pas du tout comme lui les aime. Elles l'aiment pour son argent, et lui, il achète leur amour en retour. Alors on se demande aussi si cet amour n'est pas le seul sens qu'il a donné à sa vie, et qu'il maintient malgré tout, parce que sinon, il n'aurait plus rien. Sur son lit de mort, il s'écrira « Ce sont des infâmes, des scélérates, je les abomine, je les maudis ». Puis, reprenant ses esprits, il oublie avoir dit cela. C'est comme un sentiment inconscient, refoulé, une vérité qu'il sait, mais qu'il ne veut pas voir. Et voilà donc ce qu'est un beau personnage, voilà un grand personnage.
Ok, le Père Goriot est donc, comme le sera toute la comédie humaine, un fantastique roman de personnages. Et on va profiter de ce chef-d'œuvre pour creuser un peu cette notion et voir ce que l'on entend par là. Qu'est-ce donc un roman de personnages ? Eh bien, un roman de personnages, c'est un roman dont les personnages sont tellement riches et complexes qu'ils génèrent naturellement le récit. Ce roman, Le Père Goriot, se déroule en 3 lignes de récit. La première, c'est le parcours amoureux d'Eugène de Rastignac auprès des 2 sœurs Goriot. La deuxième, c'est la chute financière des 2 sœurs et les efforts vains de leur père pour les sauver. La troisième, c'est le complot de Vautrin et son arrestation grâce à la délation du duo Poiret-Michonneau. Alors, on n'a pas le temps de tout voir, mais détaillons juste la première ligne et voyons comment elle est générée par les personnages eux-mêmes et comment elle est à leur service et non l'inverse. Eugène est ambitieux. Voilà donc la valeur qu'il incarne et qu'il caractérise, l'ambition. Alors naturellement, il se donne pour objectif de se faire un nom dans la capitale. Son objectif est la conséquence directe de son ambition. Or, à Paris à cette époque, comme l'énonce Balzac, on n'est rien sans une femme de prestige. Il en découle un objectif intermédiaire pour Eugène, séduire une femme riche et puissante. Madame de Restaud d'abord, un échec qu'il remet à sa place, puis Delphine de Russingen, qui s'avère ruinée et lui coûte de l'argent au lieu de lui en rapporter. Voyez comme chaque nouvel élément est un nouvel obstacle à franchir dans sa quête, mais en même temps, chaque nouvel élément est une sorte de test de sa valeur principale, l'ambition. Un test qui nous éclaire sur cette ambition et qui l'approfondit en la titillant. Son échec auprès de Madame de Restaud montre que pour lui, l'amour est moins important que l'ambition. Ça ne marche pas avec elle, qu'à cela ne tienne, il change de femme. Avec Madame de Russingen, on comprend cette fois que l'argent est moins important que l'ambition, puisqu'il préfère se ruiner que d'abandonner son objectif. Et c'est la même chose jusqu'à la fin et pour tous les personnages. Dans la comédie humaine de Balzac, un personnage incarne une valeur, un concept humain, psychologique ou social. Et l'intrigue du roman est une succession d'épreuves destinées à tester, éclairer et approfondir ces valeurs. Voilà l'objectif de la comédie humaine, cet incroyable projet d'Honoré de Balzac, dresser le portrait psychologique et humain de son époque, le XIXe siècle, et réaliser cette étude à l'aide de dizaines de romans, de dizaines d'intrigues, dont le but est de creuser, de tester des personnages qui incarnent toutes ces valeurs. Et voilà pour Balzac, c'est fait, il était temps. Je vous rappelle que j'ai commencé une nouvelle série, l'alchimie de l'écriture, dédiée spécifiquement aux techniques d'écriture et aux problèmes qui se posent quand on cherche à inventer et à raconter une histoire. En ce moment, et jusqu'à ce que je change d'avis, je produirai 2 vidéos de l'alchimie de l'écriture pour une vidéo de l'alchimie d'un roman. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, où je poste de temps en temps une petite inspiration du moment, chose que je vais d'ailleurs essayer de faire un peu plus souvent. Et laissez-moi aussi remercier mes tout premiers tipeurs, c'est très sympa de leur part et j'apprécie beaucoup leur coup de pouce. Il me reste à vous dire au revoir, lisez des livres ou alors écrivez ou bien faites les deux, c'est encore mieux. Portez-vous bien et à bientôt.